Attention, attention, il y a de l'opération coup de poing dans l'air là. La contestation marche pas, on peut toujours passer aux incendies. Hein. Voilà, il y a de la grillade de bourgeois qui se prépare, faudra pas faire les étonner. www.libradio.org. La radio toute feu, toute flamme. Donc nous sommes le dimanche 12 juillet. Nous allons parler de la GAL, ou autrement dit, groupe Antifa Lyon et environ avec un S. Et nous allons tout de suite en savoir un petit peu plus, car nous recevons une membre justement de la GAL qui va présenter en quelques mots le groupe. Alors bonjour à toi, bienvenue avant tout. Bonjour. Bonjour. Alors, voudrais-tu nous dire, voilà, qu'est-ce donc que la GAL, où est-ce que ça se passe et quelles sont les valeurs et les pratiques qui sont les vôtres? Alors, la GAL, c'est du coup, comme ce que tu as dit auparavant, c'est groupe antifasciste Lyon et environ, mais environ avec un S. Donc, ça a été créé après la mort de Clément Méric, un antifa qui justement a été tué par des fascistes en 2013. On a un groupe révolutionnaire, autonome, qui se considère internationaliste également. Et ce qu'on essaye de combattre au maximum, bien sûr, c'est aussi notre vision de l'antifascisme, c'est que c'est tous les mécanismes en fait d'oppression et de discrimination. Donc par là, on a l'antiracisme, l'antisexisme, l'antiqueerophobie, mais aussi la lutte anticarcérale et donc l'abolition de la police, forcément. Donc, est-ce que tu veux que j'aille directement au niveau des pratiques? Je te laisse peut-être... oui, alors de toute façon, on va effectivement revenir peut-être pour te demander de préciser quelques notions. Est-ce que peut-être qu'avant que l'on entre vraiment strictement dans vos pratiques, voudrais-tu nous expliquer un petit peu le contexte à Lyon? Voilà, qu'est-ce qui s'y passe? Comment est la situation? Alors, à Lyon, c'est quand même une ville qui s'est construite autour de la bourgeoisie et autour d'ouvriers en fait par rapport à la soie, et Saint-Étienne du coup c'était la ville ouvrière. Donc c'est quand même une ville qui est politiquement déjà de base assez à droite et qui bascule assez facilement, on va dire, vers l'extrême droite parce qu'elle a énormément de soutien officiel politique et officieux. Un peu comme dans tous les groupes, je pense, de France, mais à Lyon, c'est vrai que il y a des liens un peu particuliers entre les politiciens, on va dire, et les militants et les militantes d'extrême droite. Donc c'est une ville où quand même ils ont tout un quartier qui se sont carrément appropriés. C'est le Vieux-Lyon. Ils ont énormément de locaux, c'est-à-dire ils ont des bars. Ils ont des salles de sport. Enfin voilà, ils avaient des salons de tatouage. Maintenant, on ne sait pas si ça existe vraiment encore. Enfin voilà, c'est un peu pseudo-flou, on va dire, mais voilà, ils ont quand même une très très grande implantation, non seulement dans le politique, mais aussi dans ce qui peut sembler vraiment comme la vie quotidienne, on va dire. Avoir un bar, du coup, ça attire quand même du monde. Ça permet la diffusion de leurs idées de manière pas trop directe et de manière qui effraie pas complètement, on va dire. Avec la salle de sport, ils peuvent non seulement s'entraîner, mais aussi, encore une fois, voilà, diffuser leurs idées, etc. Donc, on peut dire qu'à Lyon, la situation, elle est quand même assez particulière. Avec le stade de foot aussi, en plus, qui est quand même pas mal proche de l'extrême droite, avec un groupe, par exemple, qui s'appelle Blood and Honor. Enfin voilà, en fait, Lyon, c'est pas assez complexe, mais il y a énormément de présence fasciste. Donc peut-être que je vais un peu trop vite. Non, mais c'est étonnant parce que, enfin c'est étonnant, c'est pas si étonnant ça, mais les mots que tu utilises là, effectivement, avec le groupe Blood and Honor, qui est évidemment très très malheureusement connu. Il y a également, j'ai l'impression, un lourd passif local. On peut penser au GUD à l'époque, à l'université. Ouais.
Mais avant cela, j'aurais voulu également te questionner sur, ben voilà, en France, il vient d'y avoir un remaniement gouvernemental. Est-ce que selon toi, cela va influer les choses? Parce que tu parles justement de collusion, de connexion, de complicité même peut-être entre l'extrême droite et les plus hauts niveaux. Alors qu'en est-il? Et est-ce que ce remaniement envoie-t-il un signal? Alors ouais, franchement, concrètement, ce remaniement, en tout cas gouvernemental, qui est du coup au-delà vraiment juste du régional et beaucoup plus sur le national au final, en fait, je pense qu'en dehors de Lyon, il envoie une image vraiment au niveau national de cracher à la gueule, je pense, du féminisme, de l'antiracisme en fait, et de la lutte anti queerphobie. Enfin, j'appelle ça queerphobie parce que parfois c'est plus simple que LGBTQIA++, parce qu'il y a vraiment énormément de personnes qu'il faut aussi prendre en compte quand on donne cette définition-là. Et du coup, je pense que oui, clairement, ça envoie un message clair de on s'en fout. En fait, on l'assume de plus en plus que le gouvernement est de droite, voire vraiment d'extrême droite, en fait, qui affiche des personnes qui ont des positions, en fait, homophobes, complètement sexistes, des violeurs et des agresseurs, dont Darmanin, bien sûr. Donc, je pense que oui, ça envoie un message assez clair. Puis là, il y a eu les municipales aussi, il n'y a pas très longtemps. Ça a été les écologistes qui l'ont remporté sur Lyon. Mais concrètement, c'est pas parce qu'ils sont écolos qu'on pense qu'ils vont être de gauche. Enfin, comme ce que je t'ai expliqué avant, il y a des coalitions quand même qui sont très 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 bien implantées. Et je pense pas que ça soit juste un remaniement du personnel en gros qui va le changer. Et encore plus avec le remaniement du gouvernement qui a dit clairement, en fait, on s'en fout. C'est oui, en fait, on s'en fout. On peut craindre un racisme et un machisme systémique institutionnalisé avec les personnes effectivement qui ont été élues, j'ai l'impression. C'était déjà systémique. Les sexismes et le racisme, ils sont déjà dans le système, en fait. Et là, ce qui a été encore plus affirmé, c'est ouais, on l'assume complètement en fait. On a l'impression que le gouvernement il nous dit clairement on assume d'être raciste, on assume d'être sexiste, on assume d'être homophobe et LGBTQIA+ phobe. Et du coup ouais non, je pense qu'avec le gouvernement, on peut que craindre le pire. Là clairement, ça sera pas un apaisement de la situation, je pense. Voilà, clairement, on peut dire que le signal qui est envoyé, c'est celui lourd de conséquences d'un gouvernement, comme tu l'as dit, quoi, patriarcal, mais effectivement également raciste, machiste, sexiste, etc. Mais dis-moi, pour en revenir à Lyon, alors si j'ai bien compris, on peut dire qu'il y a une tradition malheureusement d'extrême droite à Lyon. Y a-t-il également une tradition d'extrême gauche de lutte de résistance? Parce que Lyon, c'est également les Traboules, c'est également la Croix-Rousse avec notamment des librairies, la Griffe, la Plume Noire, etc. Donc on peut dire qu'il y a tout de même également une tradition de résistance. Il y a une tradition de résistance, après qui a bien sûr connu, je pense, des périodes de haut et de bas, comme le fascisme a connu des périodes où c'était vraiment intense sur Lyon et d'autres fois où ça l'était un peu moins. Moi, en tout cas, j'ai pas été sur Lyon assez longtemps pour vraiment te donner un récapitulatif des 10 dernières années, mais de ce que je sais, c'est que depuis la loi de travail, ça c'est quand même, ça existait déjà beaucoup, ça existait, en tout cas, de manière très visible en tout cas et qui s'assumait. Il y avait vraiment une extrême gauche qui s'assumait sur Lyon, qui s'est toujours, j'ai l'impression en tout cas de ce qu'on me raconte, qui s'est toujours un peu assumée sur Lyon. Et j'ai l'impression qu'en tout cas depuis la loi de travail, il y a encore, il y a énormément de personnes qui ont rejoint la lutte. Je pense un peu comme tous les mouvements sociaux un peu, mais oui on peut. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça une tradition, mais on peut dire comme quoi il y a toujours eu de la résistance sur Lyon et que ça continue. Voilà, au moins elle n'est pas absente, je veux dire. Oui, voilà. Et en tout cas, ça c'est assez visible pour qu'il y ait quand même pas mal de répression policière policière et judiciaire pour les militants et les militantes. Donc je sais pas si on peut vraiment dire qu'on fait peur, mais en tout cas il y a concrètement une envie de rendre silencieux
et d'invisibiliser les luttes d'extrême gauche alors qu'elles sont quand même assez présentes sur nous. Ouais. Et c'est là où justement, eh bien, le questionnement qu'on avait jusqu'à présent concernant ce remaniement gouvernemental et les élections municipales également, eh bien, prennent toute leur importance parce qu'on peut imaginer que la répression, en tout cas, ne diminue pas. Ah non, clairement pas, je pense pas. Là, pour l'instant, le nouveau, enfin, les élections municipales, c'est quand même assez récent. Donc, on va voir si on va voir un peu comment les écologistes ils vont réagir par rapport par exemple, aux expulsions de squats qui sont prévues, à la fin de la trêve qui a été prolongée jusqu'au 10 juillet, je pense, si je dis pas de bêtises. Donc, je pense que déjà ça nous donnera une sorte d'indicateur, mais je pense que même s'ils sont gentils entre guillemets à cette période-là, il faut pas méprendre leur message et je pense pas qu'il faut s'attendre non plus à ce que Lyon devienne, en tout cas institutionnellement, une ville qui accepte l'extrême gauche à bras ouverts. Ça, je pense. Alors, nous allons sous peu parler de la prochaine action que vous prévoyez, celle qui concerne l'AF. On verra un petit peu plus tard qu'est-ce que c'est que l'AF et quelles seront les modalités de l'action. Avant ça, j'aimerais bien qu'on vienne sur quelque chose qu'on a déjà un petit peu ébauché. Ce sont les valeurs et les pratiques de l'antifascisme. À la Galle, donc on l'a dit, vous êtes ce qui a déclenché d'une certaine manière la constitution du groupe, si j'ai bien compris, c'est le drame de Clément Méric. Alors, pour vous, l'antifascisme, qu'est-ce que c'est, s'il fallait résumer les valeurs et les pratiques de l'antifascisme? Alors pour nous, l'antifascisme, ça rassemble énormément de combats. C'est en fait des combats contre tous les mécanismes d'oppression et de discrimination. Donc bien sûr, le panel, il est assez large, j'ai envie de dire. Il y a l'antiracisme, il y a l'antisexisme, l'anti-LGBTQIA+, phobie, ou queerophobie, qui parfois peut être un peu plus simple. Il y a bien sûr les luttes anticarcérales et donc l'abolition de la police. Et il y a énormément de choses. Il y a l'antivalidisme, en fait, c'est vraiment lutter contre tous les mécanismes d'oppression et de discrimination. Après, on va pas prétendre être parfait et capable de tout. Bien sûr qu'il y a encore des luttes sur lesquelles on n'est pas complètement à jour et qu'il faut qu'on fasse plus de déconstruction et plus de taf là-dessus. Mais en tout cas, ce qu'on essaye de faire, c'est de toujours se remettre en question par rapport aux mécanismes justement d'exclusion et de discrimination que nous-mêmes on pourrait effectuer au sein de notre groupe, mais aussi à l'extérieur. Et après, au niveau de la pratique, alors bien sûr, sur l'antifascisme, il y a les actions directes, les actions un peu coup de poing, qui sont complètement importantes, bien sûr. Mais après, on pense qu'il y a réellement une dimension, je dirais pas culturelle, parce que je trouve que le terme, il est vraiment pas approprié, mais c'est vraiment de la diffusion d'informations, de la production de textes d'analyse. C'est faire des conférences, faire des événements qui sont musicaux, qui sont un peu, on va dire, moins intellectuels et un peu plus relax, mais où la diffusion d'informations, elle est tout à fait possible aussi. Donc il y a aussi les cantines, le fait d'organiser des repas. Donc voilà, en fait, c'est vraiment créer des espaces de partage, de diffusion d'informations, de sensibilisation, mais aussi oui, voilà, en fait, c'est un partage d'infos. C'est pas juste nous, on donne énormément d'informations, c'est qu'on en reçoit aussi de par les discussions qui sont formelles, mais aussi les discussions qui sont informelles. Ah oui, c'est pour ça que j'ai un peu oublié de le préciser. On a un groupe affinitaire. Enfin, on se constitue un peu de manière affinitaire. Donc, il faut vraiment qu'on ait confiance les uns en les autres et les unes entre les autres pour pouvoir, pour pouvoir avoir de nouveaux et de nouvelles membres. Du coup, je pense que cet affinitaire, il rentre énormément aussi dans les discussions informelles, donc en dehors de toute organisation politique dans un sens vraiment stricto terminus, mais plus, voilà, on discute aussi entre nous, on essaie de débattre entre nous, on n'est pas toujours d'accord, mais il y a vraiment cette envie aussi de déconstruire les mécanismes d'oppression et d'exclusion qu'on peut nous-mêmes en fait produire, parce qu'on ne peut pas nier qu'on a certains privilèges, que ce soit de
le fait d'être blanc pour certaines, mais aussi on a d'autres personnes qui sont non blanches. Mais voilà, on essaye en tout cas de se remettre en question, de vraiment lutter contre ces discriminations, même au sein du groupe et pas juste à l'extérieur, et que ça soit pas juste une façade, mais vraiment un travail de fond, on va dire. D'accord, et tout ça toujours comme tu viens de le préciser, en gardant une autocritique radicale sur soi-même, en se questionnant ses pratiques et en étant attentif, bien entendu, aux apports divers et variés. Alors, ces mots-là, tu viens de les dire, le féminisme, l'antiracisme, la solidarité, l'anticapitalisme, on peut parler de lutte intersectionnelle. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ce mot. Ouais, carrément. Carrément, l'intersectionnalité, c'est quand même quelque chose qu'on étudie et qu'on défend aussi. Donc oui, carrément. Alors voilà, lorsque l'on parle de ces mots-clés, de ces notions, de cette philosophie, de ces attitudes, peut-on dire qu'il est important également de se déployer dans un réseau? Tu as dit le mot internationalisme. Qu'en est-il des alliés locaux, régionaux et internationaux? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous questionne et qui vous habite? Alors oui, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de développer, de nourrir en fait. De par des visites, de par des discussions, encore une fois, que ce soit des invitations formelles ou parfois de manière informelle, on essaye quand même vraiment, on fait vraiment un effort là-dessus de rester en contact non seulement avec d'autres groupes ou d'autres personnes qui sont en France, mais aussi au niveau européen et au niveau international. Après, international, on va pas pouvoir non plus avoir... Enfin, on va pas dire comme quoi on connaît, je sais pas, des groupes d'Amérique latine et énormément de groupes vraiment internationaux. C'est vrai que concrètement, vraiment dans la pratique, pour l'instant, c'est quand même beaucoup plus des groupes européens, mais il y a quand même quelques rapports, enfin, il y a quelques relations avec d'autres groupes internationaux et en fait, voilà, on pense que c'est vraiment très très important que cette solidarité internationale, justement, c'est quelque chose qui va être clé, enfin qui est déjà clé dans la lutte et qui ne fera que le devenir encore plus. Et c'est très très important en fait de pas entretenir, mais vraiment de développer et de nourrir ces rapports-là. Nous avons connu, en tout cas depuis la Suisse, en regardant ce qui se passait en France, eh bien tout ce mouvement des Gilets jaunes, également le mouvement Black Lives Matter, plus récent. Tout ceci a été d'une certaine manière interrompu ou à tout le moins impacté par la crise sanitaire du Covid-19. Quel est ton regard par rapport à cela? Selon toi, y a-t-il un terreau, y a-t-il une situation sur laquelle on va pouvoir surgir des résistances? Ça, c'est le premier volet de la question. Le deuxième volet, en quoi cette crise sanitaire a-t-elle influencé le cours des choses? Alors, je pense que franchement, cette crise sanitaire, elle est tellement récente que avoir un recul complet et vraiment un recul qui soit vraiment bien fait sur la situation, il reste encore compliqué parce qu'on est encore en période de déconfinement et que c'est encore, je pense que individuellement déjà, c'est encore flou. On l'a vécu, je pense, tous et toutes un peu de manière différente. Après, justement, la solidarité internationale, elle a été moi je trouve énormément souligné pendant cette période de confinement parce que par exemple on donne l'exemple des brigades de solidarité qui ont vu un peu le jour donc dans plusieurs pays d'Europe et dans plusieurs villes même de France et je pense que déjà ce réseau-là ça peut montrer en tout cas à une certaine échelle en fait que ce réseau de solidarité il est là et qu'il faut continuer justement à le nourrir en fait et à le développer. Parce que, enfin, les moments de crise, par exemple, aujourd'hui sanitaire, dans le cas européen et dans le cas mondial, je sais pas si on peut vraiment les comparer, mais il y a déjà eu d'autres crises politiques, voire sanitaires dans certains endroits, par exemple en Grèce, et où l'internationalisme, en fait, la solidarité internationale a été, évidente et super efficace en fait au final. Donc cette crise sanitaire au final elle a fait qu'appuyer je pense en tout cas pour le groupe la nécessité en fait de développer vraiment des solidarités comme telles. Mais après qu'est-ce qui va sortir du confinement et quel est le ressenti vraiment en tout cas du groupe par rapport à ça,
très sincèrement, je pourrais plus parler de choses individuelles, je pense, que vraiment d'un sentiment de groupe, parce que je pense qu'on est encore tous un peu dans une phase de recul, un peu où on réfléchit vraiment à ce qui s'est passé, à pas être juste dans l'urgence et dans l'action. Donc voilà. Après, moi, je pense que sincèrement, ça peut apporter que des choses positives, dans le sens où on a réalisé à quel point c'était vraiment important d'entretenir des liens avec les quartiers, enfin avec le quartier en tout cas dans lequel on est implanté, la Guillotière, dans le sens où on est beaucoup à vivre là-bas, etc. Et du coup, c'est un quartier où on donne de l'énergie, on a envie de créer des choses de manière collective avec les habitants et les habitantes, parce que bah voilà, on est tout le temps là-bas. Et du coup, je pense que cette période-là de confinement, elle a fait que renforcer un peu ces liens de solidarité qui avaient déjà commencé à se créer un tout petit peu auparavant avec un squat, mais d'activités locales et d'habitation aussi, mais surtout d'activités, où il y avait déjà eu un développement en fait de solidarité locale avec des distributions de nourriture, avec de l'aide juridictionnelle, avec enfin c'était pas vraiment des ateliers, mais des séances psy pour des personnes qui souhaitaient en tout cas. Donc voilà, moi je pense que dans ce sens-là, le confinement ça a fait que le renforcer. Après, de dire exactement qu'est-ce qui va en ressortir pour l'instant, je pense que c'est beaucoup trop tôt. D'accord, je te remercie. Venons-en maintenant à la prochaine action. Donc, il s'agit au mois d'août d'une chose dont tu vas nous parler. J'ai pas non plus envie d'en parler trop précisément parce que j'ai pas envie d'en faire de la pub. Mais voilà, spammer, troller, appeler, aidez-nous à faire annuler le camp d'été des fascistes royalistes de l'AF. L'AF, ça désigne l'Action française. C'est un appel à bloquer l'AF, c'est ça? Oui, mais en tout cas, on n'a pas fait d'appel à aller le bloquer physiquement. Là, pour l'instant, là, l'appel, c'était plutôt voilà, du troll, de vraiment utiliser un peu les réseaux sociaux contre eux. Parce qu'il faut le dire, les fascistes sont très, 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 très forts sur les réseaux sociaux. Vous savez, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'avance. Si, je pense que sincèrement, on peut quand même parler d'avance. Ils entretiennent leurs réseaux sociaux depuis très très longtemps, une image très très lisse, en fait, très propre, très contrôlée, etc. Et du coup, en fait, c'est le fait de vraiment utiliser les moyens que eux-mêmes ils utilisent pour se promouvoir, les utiliser contre eux et du coup appeler à non seulement faire du troll du coup sur les réseaux sociaux, mais aussi à appeler le château, à dire comme quoi, voilà, on sait très bien que cet événement que vous allez organiser, mais du coup voilà, c'est le fait de dire à ce château, on sait très bien comme quoi vous êtes en train d'accueillir une cellule fasciste, des royalistes, donc des personnes qui ont quand même des idées et des pratiques qui sont pas correctes, voilà, voilà, c'est grave quoi. Et aussi le truc des réseaux sociaux, de mettre par exemple des commentaires sur TripAdvisor. En fait, il faut que les fascistes ils se sentent pas à l'aise n'importe où ils vont. Il faut pas qu'ils se sentent les bienvenus. Vraiment, je pense que le résultat qui est espéré, c'est pas seulement l'annulation de l'événement, mais c'est vraiment aussi que les fachos ils arrêtent de se sentir aussi à l'aise en fait. Qu'ils se disent pas que voilà, ça peut toujours passer inaperçu, c'est plus inaperçu, ça l'était déjà pas avant, mais là maintenant les gens ils s'en rendent de plus en plus compte, en tout cas j'espère. Et du coup voilà, c'est aussi un message en fait de utiliser les moyens que eux-mêmes ils utilisent pour se promouvoir, mais dans le cas échéant de les utiliser plutôt contre eux. Voudrais-tu nous dire quelques mots de l'AF en quelques mots? L'Alliance française, c'est qui, c'est quoi? Alors, c'est quand même, moi, de ce que j'en connais, c'est quand même assez ancien. C'est l'un des premiers groupes, je pense, fascistes qui se sont constitués en France. Ils sont royalistes, mais ils sont quand même, enfin, en tout cas sur Lyon, ils sont en perte de force. Peut-être que tu veux que... Attends, ça a coupé au moment où tu as dit ils sont... j'ai dit ils sont en perte de force. D'accord, oui, ils sont en perte de force. Ouais, parce qu'il y a énormément des jeunes
qui faisaient avant partie de l'Action française, mais qui maintenant ont rejoint le Bastion social, enfin l'ancien Bastion social. Ça aussi, peut-être qu'on pourra en parler à un moment donné, parce que c'est des groupes, enfin c'est un groupe en tout cas qui prend énormément de place sur Lyon. Et du coup voilà. Mais en tout cas voilà, l'Action française, ils sont royalistes. Ils sont très très traditionnalistes, très cathos du coup en fait dans leur vision des choses. Et par contre voilà, en fait c'est même s'il y a beaucoup de personnes qui quittent l'Action française pour faire partie d'autres groupes, la plupart des jeunes en fait, enfin des jeunes fachos, enfin des petits nazillons en formation entre guillemets, en fait ils prennent leur base militante à l'Action française. C'est quand même très bourgeois, c'est pas tout le monde qui peut avoir accès à cette cellule. En fait, il y a des gens qui appellent ça une association, mais c'est pas du tout une association, c'est clairement une cellule nazie. Et voilà, en fait c'est là où l'AF, en tout cas elle a vraiment son importance, c'est que c'est là où il y a énormément de militants de Génération Identitaire, du Bastion social et d'autres groupes en fait, d'autres groupuscules d'extrême droite qui apprennent leur base militante. D'accord. Est-ce que la question justement de empêcher, troller ou ignorer cet événement-là vous a-t-elle habité, et est-ce le résultat justement d'une d'une stratégie que vous essayez de mettre en place pour et prévenir et se prémunir contre l'extrême droite, et également, comme tu l'as dit, les mettre un peu en défaut et cesser à ce qu'ils pensent qu'ils puissent avoir pignon sur rue de manière évidente, comme c'est le cas actuellement? Oui, clairement, je pense que l'inaction complète et le silence sur leur université d'été, c'était pas possible. Parce que justement, en fait, de par notre vision de l'antifascisme, c'est pas juste des actions directes, c'est pas que des actions de coup de poing, c'est pas que des actions physiques vraiment, c'est aussi en fait diffuser l'information, c'est partager en fait ce genre d'informations où peut-être pas tout le monde en fait y a accès, dans le sens où on suit pas forcément tous les groupuscules fascistes, et encore heureux j'ai envie de dire, parce que sinon il y aurait vraiment plus d'espoir. Mais voilà, en fait ça rentre dans une stratégie, je sais pas si on peut vraiment, oui bien sûr c'est une stratégie de lutte. Concrètement c'est un moyen de lutter comme un autre, c'est aussi un moyen de montrer qu'en quoi l'antifascisme, ça se résume pas que à être des gros bras et genre de se battre dans la rue et des trucs comme ça, mais c'est aussi en fait la diffusion de l'information, et c'est surtout utiliser les moyens que eux-mêmes ils utilisent mais contre eux. Oui. Et alors, tu viens de parler d'information et de diffusion de l'information. Y a-t-il également un combat médiatique qui se tient? Est-ce qu'il n'y a pas également un combat médiatique à mener? Alors oui, bien sûr, il y a un combat médiatique à mener, et c'est là où les communiqués, en fait, ils prennent toute leur importance, après les actions directes, en tout cas. Comme ça, c'est notre version des choses, en fait, qui est diffusée de par des vidéos, parfois, etc. Mais après, en fait, c'est ça, c'est là où j'arrivais pas trop à comprendre ta question. C'est, est-ce que c'est la couverture médiatique en termes des actions que nous, on mène, ou est-ce que c'est la couverture médiatique des événements des fascistes aussi, quoi? Ouais, alors en fait, il y a les deux volets, parce que j'ai l'impression quand on a des médias de masse qui sont qui sont vraiment favorables à tous ces mouvements-là, quoi qu'on en dise, quand on voit les figures tutélaires qu'on ne citera pas apparaître à la télé et être invités sans arrêt à la télé, et donc avec ce discours qui est de plus en plus banalisé. C'est complètement une normalisation en fait du discours fasciste, et en fait on ne s'attend pas à ce que ces médias-là relaient non plus nos informations ou nos actions. C'est pour ça qu'on trouve que c'est vraiment important aussi de tenir et de diffuser nos propres moyens de communication. Même si je dis pas comme quoi c'est pas à courte voire moyenne échelle, tu vois, genre en mode c'est bien sûr que ça aura jamais jamais, je sais pas, mais en tout cas bien sûr qu'aujourd'hui ça a pas autant d'impact bien sûr que les choses qui passent sur d'autres médias qui sont mainstream et qu'on ne citera pas. Après
c'est là où c'est important de créer, je pense, une autonomie en fait d'information et d'essayer justement de jouer en fait sur les réseaux sociaux, parce que en tant qu'anticapitaliste, on pourrait carrément dire que Facebook, Twitter, machin, ça sert à rien et qu'il faudrait couper tous les. Enfin, c'est une question qui peut se poser en soi. Je dis pas du tout comme quoi c'est une question qui est pas légitime, mais tant qu'à faire, vu que c'est des moyens en fait qui sont super présents et que, par exemple, on peut. Enfin, la question des crimes policiers, elle a énormément évolué, je pense, individuellement en tout cas, je pense par les réseaux sociaux. Donc, il y a une importance aussi dans ces réseaux sociaux. Il faut savoir les utiliser à bon usage, bien sûr. Et en fait, je pense que c'est carrément des outils qui peuvent aider à contrer un minimum les médias qui sont mainstream. Les contrer un minimum, bien sûr. Pour l'instant, je ne dis pas du tout qu'on a la capacité d'avoir 300 millions d'auditeurs et d'auditrices, ou voire de lecteurs et de lectrices, mais ça reste quand même des moyens qui sont raisonnables, en tout cas en termes local, parce que notre lutte, elle reste quand même, enfin, celle de la Galle, elle reste bien sûr locale, en fait. C'est là où on peut le plus donner notre force, parce que c'est là où on est le plus, les plus présents et présentes. Oui. Donc voilà, on peut dire que l'automédia, cette forme de média que l'on autoproduit, eh bien, il faut s'en emparer. Également, les réseaux sociaux, cette présence, elle est fondamentale pour contrer, même si c'est à une autre échelle, les médias mainstream. Oui, carrément. D'accord. Alors revenons-en à l'Alliance française, enfin à cet événement finalement. Donc l'idée, c'est d'appeler les personnes, en tout cas à les inviter à spammer, troller et appeler. Que peuvent faire les personnes exactement? Afficher clairement aussi qu'ils savent comme quoi ce lieu-là, il accueille des événements qui sont racistes, qui sont xénophobes, qui sont sexistes. Enfin, voilà, en fait, c'est vraiment clairement afficher ces trucs-là sur des médias qui sont publics. Donc, TripAdvisor, par exemple, parce que dès qu'on cherche une adresse, en fait, on peut avoir les avis de Google. Enfin, je cite, désolé, les sites internet, trucs internet, mais voilà, c'est aussi pour que quand il y a des personnes entre guillemets qui sont pas forcément au courant des luttes antifa, de toute l'ampleur en fait que ça peut avoir, en fait juste ils cherchent un lieu, ils trouvent ces commentaires là, ça leur donne quand même une petite idée de ce qui s'y passe. Peut-être que les personnes ils vont être plus curieux et curieux après à savoir c'est quoi ce groupe là, pourquoi on dit que c'est un groupe d'extrême droite, ou quand on sait déjà en fait que ces groupes là par exemple ils participent, ils font partie de l'extrême droite, du coup on se dit ce lieu là il accueille quand même ces gens là, non moi je veux pas mettre les pieds, c'est un truc de contrer en fait le truc de pub en fait aussi. Je pense qu'ils font de la pub sur internet, sur machin. Et en fait, le fait de contrer aussi, je pense, leur pub, c'est de leur faire de la mauvaise pub au final. Tout à fait. Et puis, évidemment, comme tu l'as dit, alerter les personnes qui peut-être ne le sauraient pas encore sur, effectivement, les tenants et aboutissants de ce type de rencontre. Exactement. Et surtout, un lieu qui accepte ce genre de rencontre, en fait. Alors qu'ils ont été avertis par des commentaires, par des mails, par des coups de téléphone. Donc en fait, s'ils continuent quand même en tout cas, s'ils persistent l'événement, c'est un message assez clair de je m'en fous. Et peut-être que les gens ils seront assez curieux et curieuses pour chercher un peu ça, et du coup se dire ok, en fait ce lieu-là il est peut-être pas si amical, on va dire. Absolument. Écoute, on arrive doucement au terme de cet entretien. Je te remercie déjà beaucoup d'avoir pris ce temps pour répondre à toutes ces questions. Caro, est-ce que tu aurais des questions à poser? Oui, moi j'aurais des questions. Quels sont le nombre de personnes qui vous soutiennent? Quels sont les nombres de personnes dans la Galle et combien de personnes vous soutiennent? Et qui est le public que vous touchez? Alors, pour les personnes qui font partie de la Galle, je t'avoue que c'est un chiffre qu'on ne donne pas par mesure de sécurité. Alors pour les soutiens, encore une fois, on n'essaye jamais de rentrer on compte jamais vraiment. Après ça dépend du coup. Si tu parles des réseaux sociaux, oui, je peux te donner le chiffre qu'il y a
de likes par exemple sur Facebook, mais en termes de soutien vraiment concret, en tout cas, en tant que groupe, les membres, on ne dira pas le nombre parce que c'est un peu une mesure de sécurité. Après, pour le soutien, ouais, voilà, ça dépend si c'est les réseaux sociaux ou au-delà de ça. Mhm. Est-ce que vous êtes plutôt confiant par rapport à l'avenir? Et puis ensuite, est-ce que vous avez l'impression que au sein de la démocratie, il y a un espace qui permet d'améliorer le système, ou est-ce qu'il faut carrément changer le système entièrement et utiliser des formes de lutte qui sont pas forcément légales? Alors, confiant et confiante, franchement, ça dépend des moments. Il y a des moments où on se sent en force, il y a d'autres moments où voilà, il y a un peu des coups de mou, des coups de blues, hein, c'est un peu fatigant, ça prend énormément, je pense, de temps et d'énergie émotionnelle. Du coup, voilà, ça dépend vraiment. Franchement, il y a des moments où on est vraiment en top forme, on a l'impression qu'on va changer le monde, et il y a d'autres fois où voilà, on se sent au bout du trou et complètement abandonné. Après, on continue quand même à avoir espoir, je pense, en la lutte, parce que sinon, je pense que clairement, le groupe, il aurait été dissous à un moment. Je pense qu'on y croit quand même encore si on continue. Et excuse-moi, ta deuxième question, c'était par rapport à quoi? Je suis désolée. Est-ce que c'est possible de faire évoluer la démocratie avec les outils qui sont à disposition au sein de la démocratie, Ouais, voilà. ou est-ce qu'il faut vraiment tout changer? Alors nous, concrètement, on est révolutionnaires. Donc on pense pas du tout que institutionnellement il y a un réel changement à prévoir. Si on arrive, notre idéal en tout cas, ça serait vraiment complètement un changement de système, parce que les outils qui sont mis en place pour l'instant, les outils qui sont mis en place par la démocratie représentative, pseudo-représentative en France, ils sont pas du tout adaptés à la réalité. Ils ne prennent pas du tout en compte les discriminations justement et les mécanismes d'oppression. On a l'impression que justement toutes les choses contre lesquelles on lutte, c'est-à-dire on lutte contre le racisme, contre le sexisme, contre la LGBTQIA contre le système des prisons, et en fait toutes ces choses-là sont vraiment dans le système, et je vois vraiment pas comment la France, en tout cas avec son système actuel, pourrait réellement combattre tout ça, parce que les outils qui sont pseudo mis en place pour justement lutter contre ça, c'est vraiment que des mirages un peu. C'est pas réel, c'est un peu des trucs pour dire aux citoyens, voilà, on vous donne des trucs on vous donne des outils pour que vous vous taisiez, que vous vous disiez que voilà, c'est la démocratie et que il y a des moyens de participation. Mais franchement, concrètement, non. En tant que groupe, on pense pas que le système actuel, il y aura une réelle évolution. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a une convergence d'élite qui s'opère à Lyon? Entre plusieurs groupes. Mouvements libertaires? Oui, quand même. Franchement, on peut quand même dire que oui. Je pense que ça existait déjà avant la loi de travail, mais encore une fois, moi j'étais pas trop sur Lyon à ce moment-là, du coup je connais pas trop ce qui s'est passé avant 2016, mais en tout cas depuis 2016 il y a énormément d'interactions entre des groupes qui alors oui, politiquement sont quand même d'accord sur le fait d'être libertaires, se considèrent autonomes, etc. Mais franchement, il y a eu énormément, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça des alliances, mais en tout cas, il y a eu énormément d'organisations collectives qui a été faites pendant les Gilets jaunes, par exemple, pour contrer les fascistes qui venaient pas mal à ce mouvement-là. Donc, il y a eu une grosse action organisée, oui et non. On s'est fait attaquer par des FAF, donc il y a eu une réponse, et ça nous a vraiment on s'est senti soutenus, on sentait qu'on n'était pas tout seul en fait sur cette question de l'antifascisme, et oui, il y a de plus en plus de collaboration, si on peut appeler, il y a énormément de termes que j'aime pas utiliser parce qu'elles ont des connotations capitalistes, etc., mais il y a des amitiés, ça commence à s'organiser un tout petit peu plus collectivement sur des luttes communes.
en tout cas. Puis est-ce que vous avez l'impression de pouvoir toucher un large public et de gagner la sympathie d'une grande partie de la population? Est-ce que ça et si oui, est-ce que ça c'est important d'être soutenu par des personnes qui sont pas forcément engagées politiquement? Alors justement, ça c'est une question qu'on commence à se poser de plus en plus. C'est aussi comment atteindre un public qui est quand même plus large que voilà, des personnes qui sont engagées d'habitude sur d'autres luttes. Mais en fait, avec les Gilets jaunes, par exemple, il y a eu énormément de discussions et de discussions qui ont été faites en fait avec des militants et des militantes qui avaient rien à voir de base, qui avaient rien à voir avec ce microcosme, on va dire, militant de Lyon, et qui se sont quand même s'intéressent aux luttes, s'intéressent aux conférences, s'intéressent en fait aux événements qui sont, encore une fois, j'aime pas utiliser le terme culturel, mais voilà, des événements musicaux, des cantines, des repas, etc., qui sont organisés. Et en fait, c'est justement dans ces moments-là qu'on arrive à toucher un public qui est plus large que le strict milieu militant. Parce que par exemple, l'année dernière, on a organisé un tournoi de foot en mixité choisie avec du coup un groupe une équipe de foot qui était déjà organisée, qui se considérait queer et antiraciste. Et par contre, les personnes qui faisaient partie en fait de cette équipe-là, c'est pas forcément des gens qui vont tout le temps en manif, alors qu'ils vont tout le temps faire des conférences et des machins, mais il y a eu un lieu de rencontre. Et en fait, ce qu'on essaye, je pense, en tout cas de plus en plus de faire, c'est de créer ces espaces de rencontre qui soient pas complètement limités en fait au milieu extrême gauche, voilà, qu'on connaît habituellement, mais d'essayer quand même de discuter avec des personnes qui sont pas non plus dans la même déconstruction, qui sont pas forcément dans les mêmes avis politiques, mais qui peuvent être des alliés et qui peuvent comprendre en fait au fur et à mesure des choses. C'est une question de diffusion d'informations, je pense. Mais en tout cas, c'est une question qu'on se pose vraiment de plus en plus. C'est vraiment génial que tu me poses cette question, en tout cas. Donc on peut dire que vous avez un impact positif sur la société, ce qui est génial. Franchement, sur la société, complètement. Enfin, sur Lyon, oui, à petite échelle. Franchement, à petite échelle. Je pense que pour l'instant, on n'a vraiment pas du tout cette prétention de dire comme quoi on touche toute la France non plus. Mais par exemple, je sais que la vidéo de l'acte 13, quand il y a eu un peu cette dispute physique avec les FAF, avec les fascistes de Lyon, il y a eu énormément de vues. Ça s'est énormément diffusé. Il y avait énormément de personnes qui, en fait, il y a beaucoup de gens, quand ils sont pas forcément dans les milieux militants, microcosme, machin bidule, en fait, ils entendent beaucoup plus quand tu leur parles d'antiracisme que quand tu leur parles d'antifascisme ou d'antisexisme. En fait, de mettre parfois des mots plus simples sur les choses aussi, et ça aide énormément à ce qu'il y ait un public qui soit plus élargi au final, qui s'intéresse aussi à la question. Puis je pense que la normalisation du discours, elle a quand même, et heureusement, choqué quelques gens. Donc il y a de plus en plus des personnes qui essaient de se renseigner. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, il y a les réseaux sociaux, il y a du coup le groupe Facebook. On est assez censuré sur Facebook. L'année dernière, cette année même, on s'est fait supprimer notre compte. Du coup, notre page, et du coup, on en a recréé une nouvelle qui s'intitule tout simplement Groupe Antifasciste Lyon et environ, du coup avec un S. Après, sinon, on a aussi notre blog, on a notre site internet. C'est un truc qu'on a commencé cette année aussi, sur lequel beaucoup de personnes ont travaillé. En vrai, il est quand même vachement cool. Il y a un blog aussi. Et après, pour les appels, franchement, troller et retrouver le château de l'Action française. En vrai, troller tout ce qui est fasciste et tous les groupuscules et toutes les personnes en fait racistes et sexistes que vous trouvez sur Internet. Franchement, c'est vraiment un appel complètement ouvert à ça. Après, en termes
en termes d'organisation, enfin, d'événements en tout cas particuliers pour l'instant, j'en ai pas en tête. Parce que du coup, voilà, on fait pas d'appel physique pour le château. Après, s'il y a des personnes qui veulent se déterrer de manière indépendante, qu'ils le fassent. C'est aussi ça le principe de l'autogestion. Après, nous, en tout cas, concrètement, on n'appelle pas ça par mesure de sécurité un peu. Mais aussi, en dehors de l'Action française, si jamais on pouvait aussi, je pense, mettre en lumière, on va dire, ou alors en tout cas, ouais, un peu, je savais pas trop comment le dire, afficher, ouais, si on pouvait afficher un autre local et d'autres événements en fait qui vont sûrement se passer dans les environs de Lyon, c'est le local de Terra Nostra. C'est un nouveau local fasciste dans les Hauts-Lyonnais, exactement à La Rajasse. Ils se sont inaugurés en février et en fait c'est juste complètement une continuité du bastion social. En fait, on n'en a pas énormément parlé, mais peut-être à un autre moment, le bastion social, grosso modo, ils se sont un peu divisés en deux groupes après leur dissolution par le gouvernement. Donc Lyon Populaire et Audace. Et en fait, Terra Nostra, le nouveau local qui a été ouvert à la Rajasse, mais en fait c'est vraiment une continuité de Lyon Populaire. Ils se définissent comme un organisme communautaire, comme une communauté militante qui défend le mode de vie rural, les traditions françaises et locales, etc. Et en vrai, enfin, c'est hyper dangereux parce que leur discours, en fait, il peut très vite être assimilé à de l'écologie, à juste réessayer de redonner la vie un peu au local. Et en fait, c'est vraiment très très dangereux parce qu'ils le font de manière très blanche, en fait, de manière très la culture française, les notions françaises. Ils ont même des militants de Blood and Honor qui étaient présents à la soirée d'inauguration. Ils ont des logos qui sont similaires au bastion social, des slogans qui sont identiques à Lyon Populaire. Enfin, ils ont des photos Instagram où on peut voir quand même qu'il y a énormément de personnes de plusieurs groupuscules fascistes qui se regroupent entre eux. Et franchement, je pense qu'à Lyon, déjà génération identitaire, c'est un problème, mais alors Terra Nostra, ça peut aussi devenir vraiment un gros problème. Du coup, peut-être qu'il y aura des mobilisations contre ça bientôt. Après, pour l'instant, voilà, j'ai pas beaucoup, j'aurais pas de date précise ou de choses précises à dire. Mais en tout cas, se renseigner sur Terra Nostra pour ceux et celles qui sont un peu dans la région lyonnaise, etc., et de faire un peu attention à leurs événements. Très bien. Merci beaucoup. Alors, la GAL, ou autrement dit, le groupe Antifa Lyon et environ au pluriel. Je disais, c'est très gentil à vous de nous avoir invités, merci. Mais non, c'est très gentil à toi d'avoir pris tout ce temps et d'avoir répondu à toutes ces questions. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à la GAL? C'est de continuer la lutte. Nous, on va essayer de faire pareil ici. On invite toutes les personnes qui vont entendre ces paroles à le faire de manière locale et pas que. Et puis, on va probablement se retrouver pour la suite des opérations à un moment donné. Merci à toi. Merci à vous. Merci beaucoup.